Enquête. Christophe Ondelatte. Une affaire criminelle aujourd'hui, l'affaire criminelle la plus incroyable que je connaisse. L'affaire Tommy Recco, qui commence en Corse et sur laquelle plane, d'un bout à l'autre, un parfum très étrange, mystique, le mauvais sort. Même si au bout, ce Tommy Recco qui se cherche des excuses est un tueur en série de la pire espèce. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous raconte cette histoire, il est en prison depuis 37 ans. C'est donc l'histoire du plus vieux prisonnier de France que je vais vous raconter aujourd'hui. Et juste après, j'ai invité Guy Morel, sa femme est l'une des victimes de Tommy Recco. Et vous verrez, 38 ans après, il garde pour Recco une haine féroce. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence à Propriano, en Corse du Sud, dans les années 60. Quand c'est encore un petit port de pêche, un décor de cartes postales, mais sans les cartes postales. Justement, les pinsounes du continent n'ont pas encore débarqué. Et un matin d'octobre 1960, le garde-pêche de Propriano, Joseph Casabianca, a disparu. Sa femme appelle les gendarmes. Mon Joseph, il fait presque nuit, il n'est pas rentré. Son bateau est à sa place, mais sa moto n'est pas là. Et Madame Casabianca, vous êtes sûr qu'il est pas chez des copains, le Joseph? Il me l'aurait dit. Enfin, je crois, mais déjà à midi, normalement, il aurait dû passer boire le café à la maison, et ce midi, il n'est pas venu. Les gendarmes se mettent donc à la recherche du garde-pêche Casabianca. Et vers 10h du soir, ils tombent sur sa moto sur le bord de la route. Alors ils se garent et à la lumière de leurs torches, ils inspectent les environs et notamment la plage qui est juste en dessous. Et ils tombent sur un cadavre. Et ce cadavre, ils le reconnaissent tout de suite. C'est Joseph Casabianca, le garde-pêche. Il a reçu une décharge de chevrotine, mais c'est pas tout. Il a été massacré, la tête écrasée, le corps couvert de blessures. On s'est acharné. Et près du corps, il y a une douille de fusil de chasse. Et aussi des débris de couleur verte. On dirait des morceaux de crosse. On l'a achevé à coups de crosse. Il en faut de la rancœur pour finir un homme à coups de crosse. À Propriano, tout le monde connaissait Joseph. Est-ce qu'il a été tué par des pêcheurs, des braconniers qui l'auraient dérangé? Oh, on a du mal à le croire. Le garde-pêche Casabianca n'était pas bien méchant et surtout pas le genre à déranger des braconniers. Il n'avait jamais mis un seul PV de toute sa carrière. Et assez vite, la rumeur désigne un coupable. Un enfant du village, Joseph Thomas Recco, que tout le monde appelle Tommy, et qui se trouve être le filleul du garde-pêche. Il paraît qu'il a une carabine peinte en vert. Et pourtant, il était aux obsèques de son parrain. Il a même porté le cercueil. Sur le moment, ça ne va pas plus loin que la rumeur. Mais un mois plus tard, fin novembre, le propre frère de Tommy, Pierre Recco, se présente à la gendarmerie. Et à son tour, il balance Tommy. J'ai des choses à vous raconter. Le 29 octobre, je vais pas vous mentir, on braconnait avec Tommy au large. On pêchait à la dynamite. Tout le monde fait ça par ici, je vous l'apprends pas. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que Joseph Casabianca, il nous avait vus. Tommy, ça l'a mis dans une colère noire. Il a dit de me cacher dans ma cabine, il a démarré le bateau, il a foncé jusqu'à la plage, et on a accosté. Et j'ai entendu des éclats de voix, et puis un coup de feu. Et puis Tommy est remonté dans le bateau, et on est reparti au large. Et il a jeté le fusil à la mer. Incroyable. Pierre Recco vient de balancer son frère. Alors qu'en principe, ils sont inséparables. Comme quoi l'omerta, la fameuse omerta, parfois c'est un mythe. Bon. Eh bien, on va arrêter Tommy. Et il l'avoue, figurez-vous. Il confirme tout ce que dit son frère. Oui, il a tué son parrain d'un coup de fusil et ensuite il l'a massacré à coups de crosse avant de lui défoncer la tête avec une grosse pierre de 30 kilos. Après ses aveux,
Il est conduit chez le juge, et devant le juge, il confirme. Et donc c'est plus qu'un assassinat. Il a aussi commis des actes de barbarie, les coups de crosse, les coups de pierre. C'est une circonstance aggravante. Pourquoi ? Personne ne comprend. Tout le monde les connaît, les Récaux. Ils ont la plus grande poissonnerie du village. Le père pêche, la mère est à la caisse. Ils ont 11 enfants, 7 garçons et 4 filles. Tout le monde les connaît. Ce sont des enfants du village. Et puis les Récaux, ce sont des gens qui ont connu des drames. Un enfant mort en bas âge. Et un fils de 20 ans mort dans un accident de la route. Et la Tommy qui assassine le garde-pêche, son parrain. Mais quel malheur ! Quel malheur ! Ce qui fait que quand Tommy se rétracte, quelques jours après, parce qu'il se rétracte, les gens sont plutôt soulagés. Il dit au juge, « Alors, c'est pas moi qui ai tué Joseph Casabianca. Je suis innocent de tout. J'ai rien à voir dans cette histoire. » Ouf ! Une bonne partie du village préfère croire à son innocence. Qu'il soit innocent arrange tout le monde en fait, sauf que le juge ne croit pas du tout à ce revirement, du tout, et il le renvoie devant la cour d'assises. Le procès de Tommy Récaux s'ouvre en décembre 1962, et là, soyons clairs, il risque la peine de mort. Et tout le clan Récaux est là, la mère, Micheline, en tête, qui dit et qui répète « Mon fils, mais c'est un ange, mon fils. Mon fils est innocent. » Sauf qu'à la fin, Tommy Récaux est condamné à mort, condamné à la décapitation. Il sauve sa tête, il est gracié par le général de Gaulle. Sa peine est alors commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Mais tout de même, quelle malédiction pour cette famille. 2 enfants morts, et maintenant Tommy qui est condamné à la prison à vie. Coquin de sort, oui. Coquin de sort. Et là, il faut que je vous affranchisse. Il faut que je vous raconte ce que disent les gens de Propriane sur cette malédiction qui frappe la famille Récaux. On raconte qu'à la fin des années 20, il y a donc 40 ans, le père Récaux aurait trouvé une tortue géante échouée sur la plage de Propriane. Que tout le monde voulait la remettre à l'eau, cette tortue. Mais que lui, le père, il lui a coupé la tête, crac! Et il a gardé la carapace, dont il a fait un berceau qui a vu grandir ses 11 enfants. Ça serait pour ça que le sort s'acharne sur eux. Je vous dis ce que racontent les gens, hein. Cette famille est frappée par une malédiction, la malédiction des Récaux. Vous y croyez ? Peu importe. Eux, ils y croient. Et ça n'est pas ce qui se passe 10 ans plus tard, en 1979, qui va les faire changer d'avis. Vous, peut-être, en revanche, le 29 avril 1973, 10 ans après la condamnation de Tommy, un autre de ses frères, Ernest Toussaint Récaux, s'embrouille avec son beau-frère en revenant d'une plongée. Et pam ! Le beau-frère le descend d'un coup de fusil. La malédiction. Je suis comme vous. J'ai un peu de mal avec ces choses-là. Mais quand vous aurez entendu la suite... Car ça n'est pas fini. 3 ans après la mort d'Ernest Toussaint, un autre des frères Récaux est assassiné. Pierre, celui qui justement avait dénoncé Tommy. Il est abattu sur la plage par 2 hommes cagoulés. On parle à l'époque d'un règlement de compte amoureux. Mais pour les gens, ça n'est que la suite de la malédiction. Encore un qui meurt pour avoir grandi dans la carapace de la tortue assassinée. Et ça continue. Quelque temps plus tard, c'est Francine Récaux, l'une des sœurs de Tommy, qui tombe dans l'escalier et qui se tue. C'est un accident, mais c'est le 5e des 11 enfants Récaux à mourir. Et si on ajoute Tommy qui est en prison, ça fait 6 enfants sur le carreau. Alors vous n'y croyez toujours pas à la malédiction des Récaux ? Écoutez plutôt la suite, qui débute par la libération de Tommy.
Après 17 ans de cabane, lui qui avait échappé à la peine de mort et dont la peine avait été commuée en perpétuité, sort de prison le 7 novembre 1977. Il a 43 ans et la seule chose qui lui est interdite par le juge, c'est de remettre les pieds en Corse. Tommy Recco s'installe donc à Marseille, où il trouve un emploi de livreur chez un marchand de matériel de plongée, avec une zone de livraison qui s'étend à tout le sud de la France. Il est apprécié de ses collègues. Il a la confiance de son patron. C'est un modèle absolu de réinsertion. On pourrait même dire de rédemption. Rédemption. Tu parles. 2 ans plus tard, se déroule un événement qu'on ne relie pas tout de suite à Tommy Recco. Le 23 décembre 1979, 2 jours avant Noël, le supermarché Mammouth de Béziers est victime d'un hold-up. Il était environ 13 heures lorsque 3 hommes, le visage découvert, sont entrés dans le centre commercial de la Dulag à Béziers. Parmi la foule des clients, ils se sont rendus discrètement vers la salle des coffres. Pendant que l'un des gangsters entrait dans la pièce, les 2 autres faisaient le guet devant la porte. Dans ce bureau qui sert de salle des coffres, 3 jeunes caissières, comme tous les jours, à la même heure, étaient en train de comptabiliser la recette de la matinée. Les obligeant à ouvrir le coffre-fort, le gangster n'a pas hésité à tuer froidement les 3 employés d'une balle dans la tête. Elles s'appelaient René Chamaillou, Sylvette Morel et Josette Alcaraz. Elles avaient toutes les 3 moins de 30 ans. Elles ont été abattues à bout portant, coup 357 Magnum, 1 balle chacune dans le crâne. Et l'un des corps porte des traces de coups. Je vous passe la polémique qui suit sur la sécurité dans ce supermarché et dans les supermarchés en général. Assez vite on se dit que le ou les tueurs devaient connaître l'endroit. Des convoyeurs de fonds? Des employés d'une société de surveillance? Pour les services de police, l'hypothèse du tueur solitaire est celle qui revient le plus souvent. Plus précisément, un familier du centre commercial qui a tué de sang-froid pour ne pas être reconnu. Monsieur Lyon, le directeur de l'hypermarché, qui hier après-midi, en compagnie d'un des responsables nationaux de la société Mammouth, a rendu visite aux familles des 3 victimes, penche lui aussi pour cette hypothèse. Personne, naturellement, ne pense que ça pourrait être le livreur de matériel de plongée. Personne. Trois semaines plus tard, le 18 janvier 1980, dans une villa de Carqueiranne, près de Hyères, dans le quartier chic de la Californie, on retrouve 3 cadavres. Le propriétaire de la villa, Monsieur Le Goff, sa fille de 11 ans, Sandrine, et leur voisin, Monsieur Courtry. Ils baignent tous les 3 dans une mare de sang. Ils ont pris 1 balle chacun. Mais que faisait le voisin chez Monsieur Le Goff? On interroge sa femme et on apprend que, juste avant d'être abattue, la petite Sandrine a tenté de joindre sa mère là où elle travaille. La mère était déjà partie, mais elle a eu une de ses collègues. Et elle lui a dit ceci. « Mon papa est un danger. Il y a un monsieur qui s'attaque à lui. C'est le cousin de René. Il est très énervé. J'ai peur qu'il veuille tuer papa. » Qu'a fait la collègue? Comme la mère venait de partir et il n'y avait pas de portable en 1980. Elle a cherché dans l'annuaire le nom des voisins et elle les a appelés. Et le voisin, Monsieur Courtry, est allé voir. Et il a été buté, lui aussi. Donc cette enquête ne démarre pas sans bille. La petite Sandrine, avant de mourir, a donné un nom à la collègue de sa mère. Elle a parlé du cousin de René. À partir de cette phrase et de ce prénom, les gendarmes ont interpellé 2 René. Le premier est un cousin éloigné de la famille, le second travaillait avec M. Le Goff à la Capte. Depuis ce matin, les gendarmes vérifient minutieusement leur emploi du temps. La 3e personne entendue est un homme de 35-40 ans prénommé Tony, et c'est le cousin d'un des 2 René. Et pour les gendarmes, c'est le suspect numéro 1. D'abord, ils ont appris qu'un vieux contentieux l'opposait à M. Le Goff. Ensuite, Tony a contre lui un lourd passé judiciaire, une condamnation pour homicide et un séjour récent à la prison des Baumettes. Enfin, il y a l'arme du crime, un revolver P38 de gros calibre, une arme de tueur presque de professionnel. Or, hier soir, chacune des 3 victimes a été tuée par une seule balle dans la tête. Tommy Recco, le retour.
17 ans après sa condamnation à mort, le voilà à nouveau mêlé à une affaire de meurtre. Et là, c'est un triple meurtre. La malédiction? Un peu facile, non? La perversion? Plutôt. Le voilà en tout cas en garde à vue. Et pour l'instant, il nie. Il nie absolument. Il n'est jamais allé dans cette villa de Carqueiranne. Jamais. Dans l'espoir de provoquer un déclic, le gendarme lui glisse sous le nez le journal du jour avec à la une la photo de la petite Sandrine, 11 ans, tuée à Carqueiranne. Ça ne lui fait aucun effet. Et là, à travers la vitre, Tommy Reco voit passer sa cousine. C'est ma cousine, ça, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle fait là, ma cousine? Eh bien, on l'interroge. On l'a convoquée à cause de ce que tu as fait. Alors tu vas nous le dire. Bon, d'accord. À toi, je vais le dire. Mais je veux pas que tu prennes la machine à écrire. Le bruit des touches, ça me fait mal à la tête. Le gendarme accepte. Voilà. C'est bien moi qui ai tiré à Carqueiranne. D'abord, j'ai tué le père. Mais parce qu'on s'est disputé, hein, le coup est parti, quoi. Ensuite, le voisin et la gamine, j'ai tiré dessus pour qu'ils ne me dénoncent pas, c'est tout. C'est hier soir, après plus de 36 heures d'interrogatoire, que Tommy, le suspect numéro 1, aurait avoué le triple crime de Carqueiranne, dont l'origine serait une rivalité amoureuse. Tommy, 46 ans, reprochait à M. Le Goff de lui avoir pris sa maîtresse. Il serait venu lui demander des comptes vendredi, la querelle aurait mal tourné et Tommy aurait abattu M. Le Goff de 2 balles dans la nuque, puis il aurait tué M. Coutry, le voisin venu porter secours, et enfin la petite Sandrine pour qu'il n'y ait pas de témoin. Et l'arme du crime? Il dit qu'il l'a jetée au bord de la route, sur le chemin du retour. On fouille, on ne trouve rien. Les aveux de Reco sont, comme on dit, circonstanciés. Il décrit les 3 meurtres un par un, avec beaucoup de détails. Mais ce qui est troublant, c'est sa froideur quand il raconte. Il ne manifeste aucune émotion. Et encore moins d'excitation, comme on en ressent parfois face aux tueurs en série. Il est, disons, atypique, ce Tommy Reco. De toute façon, dès le lendemain, il se rétracte, comme il l'avait fait en 1960 après le meurtre du garde-pêche. On l'a forcé à avouer. Mieux, il accuse les gendarmes de l'avoir frappé et même de l'avoir violé. Il dit qu'ils lui ont enfoncé un manche à balai dans les fesses pour l'humilier. Et d'ailleurs, il porte plainte pour coups et blessures et pour viol. Pour mettre fin à cette pantalonnade, les gendarmes lui font passer des examens médicaux. Il a bien des égratignures et des griffures sur le visage, mais il a très bien pu se les faire lui-même. Et par ailleurs, il a une perforation au tympan de son oreille gauche. Il dit que c'est une gifle que les gendarmes lui ont donnée. Mais ça peut être aussi le résultat d'un coup de feu ou la conséquence d'une plongée puisqu'il est plongeur. Son anus est regardé à la loupe. Aucune trace de viol. Aucun traumatisme. À part ça, entre-temps, les gendarmes ont fait le lien avec la tuerie du mammouth de Béziers. Car il y a des similitudes entre les deux affaires. Le même mode opératoire, les 3 caissières du supermarché de Béziers et les 3 victimes de la villa de Carqueiranne ont été abattues d'une seule balle, dans la tête, à bout portant. Mais comme il vient de se rétracter dans l'affaire de Carqueiranne, faut pas compter sur ses aveux pour le mammouth de Béziers. Il vaudrait mieux trouver des preuves. Et d'abord, est-ce que c'est la même arme qui a servi dans les 2 affaires? On donne à un expert en balistique les balles retirées des 6 corps, les 3 de Béziers et les 3 de Carqueiranne. Eh bien, c'est la même arme. La voilà, la preuve. C'est donc Tommy Reco qui a tué les 3 caissières de Béziers et les 3 de la villa de Carqueiranne. Ça paraît clair. Et d'ailleurs, dès le lendemain, dans les journaux, Reco se fait traiter de tueur en série. Il y a sa photo en grand, c'est lui qui les a tués, tous les 6, pas de doute. Entre-temps, pour sa défense, Reco a enrôlé la star du barreau de Marseille, celui que l'on surnomme le renard argenté à cause de sa chevelure, Maître Lombard. Et Paul Lombard vient rappeler que son client
s'est rétracté pour le triple meurtre de la villa. Alors c'est peut-être la même arme, ça il ne le conteste pas, mais ça ne permet pas de l'accuser des 6 meurtres. C'est quelqu'un d'autre, c'est tout. Ensuite, Lombard fait parler le patron de Tommy Rico, censé être le garant de sa moralité. Tommy Rico a travaillé 2 années pour moi. Je peux vous dire que c'était un garçon exemplaire, un employé modèle. D'ailleurs, il a toute ma confiance, et ni moi ni mes collègues ne souhaitons la lui retirer aujourd'hui. Le patron fera marche arrière quand il découvrira qu'en fait, pendant 2 ans, Tommy Rico a détourné de l'argent. Il l'a volé pendant tout le temps où il a travaillé chez lui. Mais il a raison, Paul Lombard. Pour l'instant, en dehors des aveux, il n'y a rien dans ce dossier. Il en faut beaucoup plus pour le renvoyer devant une cour d'assises. À chaque fois que le juge fait venir Rico au palais, il y a des dizaines et des dizaines de personnes dehors qui hurlent « À mort! À mort !» Au milieu desquels, bien sûr, on retrouve les amis des 6 victimes. S'il l'avait sous la main, il le lyncherait. D'ailleurs, une fois, les gens dehors se jettent sur Rico juste au moment où il monte dans le fourgon, et il s'en faut de peu qu'il prenne un nion. Et ensuite, c'est Maître Lombard qui se fait secouer. Heureusement qu'un journaliste s'interpose, lui aussi, il a failli être lynché. Au mois de mai 1981, 1 an et demi après la tuerie de Béziers, une preuve tombe du ciel. Le journal a publié un article sur l'enquête, et un homme appelle la PJ de Montpellier. Bonjour. Voilà, je m'appelle Monsieur Maffre. J'étais dans le supermarché Mammouth le jour de la tuerie. Et le gars là qui a sa photo dans le journal, moi, je l'ai vu ce jour-là. Il patientait dans un coin avec un carton. Il était juste avant midi. Il se souvient de Rico à cause de ses yeux, bleus, fond de piscine, comme sa belle-sœur. Le juge veut organiser un tapissage derrière une vitre sans teint. Maître Lombard s'interpose. Je m'y oppose formellement. Allons donc. La photo de mon client fait la une de tous les journaux. Ce monsieur n'aura aucun mal à le reconnaître. C'est une pantalonnade. Il n'a pas tort. De toute façon, le juge commence à y voir plus clair sur ce qui s'est passé au Mammouth de Béziers. Depuis qu'il sait que 6 mois avant le drame, Rico a livré personnellement une combinaison de plongée à un comptable du magasin. C'est à ce moment-là qu'il repère les lieux, c'est là qu'il localise la salle où les caissières comptent leur argent. Ensuite, le juge organise une reconstitution au supermarché, mais ça, c'est un fiasco complet. Rico refuse de descendre du fourgon de police, puisqu'il est innocent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reconstitue? Donc, pas de reconstitution. Quelque temps plus tard, je vous le signale comme ça, et vous en ferez ce que vous voudrez, un autre frère Rico, Antoine, est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le viol et le meurtre de 2 campeuses. La tortue. En prison, Tommy Rico s'est fait pousser les cheveux, façon Jésus-Christ, aux yeux bleus. Et c'est comme ça qu'il se présente à son procès à Draguignan le 6 juin 1983. Il se prend pour Jésus-Christ, avec ses longs cheveux bruns qui lui tombent dans le dos. Joseph Thomas, dit Tommy Rico, fait sensation dès qu'il apparaît dans le box des accusés. Je suis innocent, hurle-t-il, je suis innocent à 100%, comme l'était notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bouc émissaire idéal. Le président a beau se fâcher, on ne peut plus arrêter l'accusé. Le procès de Tommy Rico vire d'entrée au pugilat. Les familles des victimes l'insultent et lui répond. On fait venir les experts psychiatres. Est-il fou? Il est normal, sont venus dire les experts. Tommy Rico ne souffre d'aucune anomalie, il n'est ni pervers ni dément, et il n'a aucune image pathologique, comme on dit. Pour mieux connaître l'accusé, on n'a pas lésiné sur les moyens, 4 examens psychiatriques, 2 examens psychologiques, 2 enquêtes de personnalité et un scanner. Tout cela pour en arriver à la seule conclusion qui intéresse les jurés, Rico est responsable de ses actes. Maître Lombard conteste avec vigueur. Rico se prend pour le Christ. C'est bien la preuve qu'il n'est pas normal. Et puis,
Mamma Reco vient à la barre. C'est quelque chose, ça. Parce que c'est elle la mère de tous ces enfants morts et de ce fils monstrueux qui aurait tué 7 personnes. C'est elle qui a posé ses bébés, un par un, tous ces bébés, dans cette carapace de tortue. Il y a très peu d'accusés qui ne craquent pas lorsqu'on fait comparaître leur propre mère devant une cour d'assises. Tommy Reco a fait comme les autres, il a pleuré. Je suis innocent au moment, à 100%, mais personne ne veut me croire, dis-leur, toi. Et la vieille Madame Reco le regarde et calmement lui dit « Je sais, mon petit, je sais. » On fait asseoir le témoin, c'est la vraie Mamma, petite, toute de noir vêtue, un fichu sur ses cheveux blancs serrés en arrière. Tout ce qui tombe, déclare-t-elle d'emblée, c'est pour les Reco. Vous savez, Monsieur le Président, dans la famille, on en a eu des malheurs. Et après, Mamma Reco demande au président d'aller embrasser son fils. Réprobation dans la salle, mais elle y va quand même. La fin du procès est à la hauteur du reste. Maître Collard va plaider pour la famille de l'une des caissières assassinées. Et la Reco se met à chanter dans son box. Parole, 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 parole. La tête de Gilbert Collard. L'avocat général, on est en 1983, n'y va pas par 4 chemins. Je regrette amèrement de ne pas pouvoir requérir la peine de mort. Je ne vous le cache pas. Il demande perpète avec 18 ans de sûreté. Le délibéré est très court, 1h45. Et Joseph Thomas Reco, dit Tommy, est reconnu coupable des 6 meurtres et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans peine de sûreté. À quoi bon? Puisqu'il y est toujours en prison, actuellement détenu au centre de détention de Borgo, en Corse. On ne l'a jamais laissé sortir. Il est le plus vieux prisonnier de France. Une dernière pour la route. Mamma Reco est morte aujourd'hui, à l'âge de 75 ans. Et vous savez où? Au beau milieu du chemin de croix, à Lourdes. Et je vais débriefer ce récit maintenant avec quelqu'un qui connaît cette histoire sur le bout des ongles, parce qu'elle a tout simplement fracassé sa vie. Il s'appelle Guy Morel, sa femme Sylvette était l'une des caissières du supermarché de Béziers. Reco l'a abattu d'une balle dans la nuque. Il ne s'en est jamais remis et il a consacré tout le reste de sa vie à poursuivre Reco et à l'empêcher de sortir de prison. Bonjour Monsieur Morel. Bonsoir Monsieur Delatte. Vous êtes le mari de Sylvette Morel, assassinée le 22 décembre 1979 par Tommy Reco dans ce supermarché Mammouth qu'il venait de braquer. Elle est assassinée avec 2 de ses collègues. Et quand Tommy Reco est condamné à perpétuité en 1983 par la cour d'assises de Draguignan, à la sortie du verdict, vous faites cette déclaration. Je vous dis une chose, c'est que le jour où ma femme est rentrée, comme on dit, dans le caveau, je lui ai dit je te vengerai. Que ça ne déplaise à qui que ce soit, si Reco un jour retrouve la liberté, voyez, je m'en cache pas, je suis pas un tueur, je suis pas un assassin, mais croyez-moi, je ne lui laisserai pas un jour de liberté. Même dans 18 ans, si, comme on dit, j'ai les pieds sur terre, j'irai au-devant de Reco. Et là, on est 37 ans après, Monsieur Morel. Oui, et ma décision n'a pas changé et mes propos sont toujours pareils. Depuis que je suis, disons, différentes procédures que M. Reco intente pour une demande de libération conditionnelle, je me suis toujours trouvé devant les portes des centrales pénitentiaires où il fait ses demandes de libération conditionnelle. J'ai toujours été devant la porte puisqu'on n'a jamais voulu que je puisse assister à une audience. Donc je suis 4 fois j'ai été, disons, à Borgo où c'est qu'actuellement est détenu M. Reco. Je suis resté devant la porte. J'ai attendu les délibérés de la première instance. Par contre, j'étais au mois de septembre à la cour d'appel de Bastia, puisque M. Reco avait fait appel du rejet de la décision de libération conditionnelle. Là, j'ai demandé implicitement à la secrétaire de la cour d'appel
de Bastia de demander à la présidente si je pourrais assister à cette audience, et la présidente m'a accordé exceptionnellement le droit d'assister en quelque sorte à cette audience. Donc je me suis retrouvé tout seul dans la salle à Bastia de la cour d'appel, et face à moi il y avait l'avocat général, la présidente de la cour d'appel, 6 assesseurs, l'avocat de M. Réco, qui est le bâtonnier, M. Maître de Casalta de Bastia. Et Réco lui-même. Non, Réco, à la cour d'appel, n'était pas présent. Hein. Vous avez regretté ça, je suppose. Ah ben écoutez, je vais vous dire honnêtement, depuis l'assassinat de mon épouse, qu'il y a eu la reconstitution à Béziers, qu'il n'est même pas sorti en quelque sorte du fourgon cellulaire, et où le juge d'application des peines, le juge d'instruction, M. Chevalier, qui est décédé depuis, il n'a pas voulu sortir, parce que je vous assure, j'étais armé, j'ai pas honte de le dire, et croyez-moi, j'avais, disons, ce qu'il fallait, disons, sur moi, et il a mieux valu peut-être pour lui et pour moi qu'encore on en soit là, parce que vous l'auriez descendu. Ah ben oui, et puis écoutez, je vous dis, je ne me suis pas caché, puisque j'étais encore, je vous dis, au mois de septembre, disons à Bastia, puisque chaque fois je vais à Bastia. Je suis allé même dans le cabinet de son avocat, Maître de Casalta, qui n'a pas voulu me recevoir, soi-disant sur le code de déontologie, il n'avait pas le droit de me parler. Et c'est vrai, il n'a pas le droit de vous parler. Voilà. Par contre, je l'ai interpellé devant la centrale de Borgo, bien sûr qu'il n'a pas voulu me répondre. Par contre, le jour de la procédure en cour d'appel, c'est lui qui est venu vers moi, qui m'a tendu la main, qui m'a salué, j'ai répondu, j'ai été, disons, correct avec lui, et je lui ai dit, vous défendez un assassin, un tueur, et moi je suis là pour défendre la mémoire de Madame Morel, mon épouse, Mademoiselle Chamaillou, René, et Mademoiselle Alcaraz, voilà. Alors, celui-ci m'a répondu, je ne fais que mon travail, je lui ai dit, je comprends très bien, mais moi je ne suis pas là pour un travail. Votre rêve, si j'ai bien compris, Monsieur Morel, depuis 37 ans, ça serait de lui parler à Tommy Réco. Eh bien, écoutez, alors là, vous voyez, en fait, c'est plus qu'un rêve. Je suis descendu à Propriano. Je suis allé dans le cimetière de Propriano. Et j'ai vu pratiquement les symptômes différents qu'il y a de tous ses frères qui ont été plus ou moins assassinés ou des problèmes. J'ai vu la chapelle où c'est que Jean et Micheline Réco sont, disons, à Propriano. Moi-même, j'ai mis sous la porte qu'il y a dans le caveau de monsieur et madame Réco, les parents, pour avoir, disons, cette fameuse rencontre avec monsieur Réco, Tommy Réco. Vous avez même essayé d'entrer dans la prison d'Ensisheim en Alsace, où il était incarcéré à une époque. Oui, je suis rentré, mais bien sûr, il y avait les portiques, les détecteurs et tout, et bien sûr, j'ai été intercepté aussitôt, et bien sûr, on m'a amené devant le directeur, et j'ai dit tout simplement que je voulais rencontrer Réco, ce qu'on n'a jamais voulu, voilà. Et pour lui dire quoi ? Pour lui faire reconnaître déjà, puisqu'il s'est rétracté, les actes qu'il a commis, lui faire comprendre en quelque sorte que ce qu'il a fait aujourd'hui, il faut qu'il le paye jusqu'à la fin de ses jours en détention, parce que les actes qu'il a commis, la peine de mort était en vigueur. Donc, il a assassiné même une petite qui est pratiquement de l'âge de ma fille. Aujourd'hui, Sandrine Le Goff ? Oui, Sandrine Le Goff. Et si aujourd'hui Réco est incarcéré, a été condamné pour les 6 meurtres, c'est avec la petite Sandrine Le Goff, qui était une enfant qui, de son vivant, l'a dénoncé. Et il l'a exécuté comme il a exécuté son père et comme il a exécuté le voisin, Monsieur Coutrix. Monsieur Morel, la malédiction des Réco, cette histoire de tortue, vous y croyez ? Non, pas du tout. C'est des histoires personnelles entre eux. Et je peux vous assurer que M. Réco, tant qu'il est incarcéré à Borgo, qu'il y reste longtemps et le plus longtemps possible pour lui. Il a été condamné, en parallèle, ça on n'en parle jamais dans les procès d'assises, mais il a été condamné au civil à vous indemniser comme toutes les parties civiles, les familles des 6 victimes de Tony Réco. Est-ce qu'il vous indemnise ? Alors écoutez, je vais vous dire tout simplement non. Il vous a jamais versé un centime, monsieur Réco ? Alors si, je vais être honnête, exceptionnellement, c'est la première fois, ils m'ont versé les 40 € qu'il y avait sur son compte. Voilà, en tout et pour tout. Depuis 37 ans, 40 €.
Voilà. C'est pour ça qu'il n'a pas ses libérations conditionnelles. Parce qu'il vous aurait indemnisé. 37 ans de détention, il serait sorti. Mais attendez, mais c'est pire, il serait sorti. Mais c'est que lui-même perçoit une pension de retraite tous les mois de 700 €. Il a passé 37 ans en prison, ce qui fait de lui aujourd'hui l'un des plus vieux et peut-être le plus vieux détenu de France. Oui. Si vous n'étiez pas impliqué comme vous l'êtes dans cette affaire, Oui. est-ce que vous concevez qu'il est pensable qu'il sorte? Non, pas du tout. Je n'envisage pas à aucun moment qu'il ait un jour de liberté. Je vous assure, je prends entièrement ma responsabilité devant, disons, le ministre de la Justice. J'irai même jusque devant le président de la République. Bien sûr que je sais le code pénal, ce que je risque. Le risque, je le prends. C'est ma vie qui a été détruite. Il a, disons, assassiné mon épouse. Il lui a fracassé le crâne. Moi, j'ai retrouvé mon épouse le 24 décembre à la morgue à Béziers. Le jour de Noël, j'avais un cercueil à la maison et je l'ai enterré le 26 décembre. Et ma fille était à côté. Alors ça, je n'accepterai jamais n'importe qui puisse me faire admettre que M. Réco doit retrouver la liberté. Qu'on le garde enfermé, même dans un hôpital psychiatrique, parce qu'il est très dangereux. De plus, j'ai pu, disons, en quelque sorte, avoir la commission pluridisciplinaire d'Aix-en-Provence qui lui accordait une libération favorable avec un bracelet électronique, alors que j'ai toutes les coordonnées des psychiatres, des psychologues qui me mettent bien qu'il est très dangereux, qu'il est capable de récidiver, et voilà. J'ai l'impression, Monsieur Morel, que votre vie s'est arrêtée le 22 décembre 79. Oui, parce que je suis, disons, maintenant un jeune retraité en quelque sorte. Ma vie a été un combat contre cet homme, parce que ce qu'il a fait déjà. J'ai été, vous savez, j'étais allé sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Aiguilles quand il était incarcéré à Clairvaux. Il ne faut pas oublier que c'est le général de Gaulle qui, en quelque sorte, a commué sa peine d'imperpétuité pour avoir une libération conditionnelle. Et je me suis juré sur la tombe du général de Gaulle que si M. Réco doit retrouver un jour la liberté, j'irai au-devant de lui. Je n'ai pas peur. Lui, c'est un tueur, moi je suis un enfant de cœur. Aujourd'hui, M. Réco, sa place, elle est en détention, et encore même, j'ai pu rencontrer des gardiens de prison à Borgo, m'ont dit, pour lui, c'est une maison de retraite dorée. C'est trop doux pour lui et trop. Et en plus, il est adapté à la situation. Monsieur Morel, oui. je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission qui était aujourd'hui consacrée à Tommy Réco. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Monsieur Morel. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.